Bonjour à tous, je m'appelle Ike et bienvenue sur ma chaîne. Je propose sur ma chaîne différentes histoires sur des sujets divers et variés comme l'histoire, le sport ou des histoires fantastiques. Donc si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager et à souscrire et en mettant un pouce aussi sur mes vidéos. Merci à vous pour votre soutien et je vous laisse avec la vidéo. Merci. Roland-Garros, un nom qui résonne à travers le monde, un tournoi de tennis légendaire qui se déroule chaque année à Paris. Mais c'est bien plus qu'un simple événement sportif. C'est un moment culturel, une célébration de l'athlétisme, de la force mentale et de l'endurance. L'atmosphère y est unique. On entend le rugissement de la foule, le bruit des glissades sur la terre battue, ce mélange si particulier de briques pilées et de calcaire blanc. C'est le théâtre où les légendes du tennis ont écrit leur histoire. Borg, Lendl, Federer, Djokovic et bien sûr l'inégalable Nadal. Roland-Garros est l'un des 4 tournois du Grand Chelem. C'est le championnat majeur sur terre battue, réputé pour être le plus exigeant physiquement. Pourtant, il y a un paradoxe fascinant au cœur de cet événement. Le nom Roland-Garros n'appartient pas à un joueur de tennis. Il est celui d'un aviateur. Comment le nom d'un pionnier de l'aviation a-t-il pu devenir synonyme d'un tournoi de tennis? La réponse se trouve dans la convergence improbable de 2 destins français au début du XXe siècle. Nommer ce stade en son honneur, c'était rendre hommage à un personnage hors du commun, un homme dont la vie fut une quête incessante de défis et d'innovation. Roland-Garros était animé par un esprit d'aventure indomptable dès son plus jeune âge. Né en 1888 à Saint-Denis de la Réunion, il passe une partie de son enfance en Cochinchine française, l'actuel Vietnam. Cette période forge son autonomie. À seulement 11 ans, il est envoyé seul en France métropolitaine pour ses études, un long voyage pour un si jeune garçon. À 12 ans, il surmonte une pneumonie grâce au cyclisme. Il devient même champion interscolaire sous le pseudonyme de Dan Laure. Brillant étudiant, il intègre HEC Paris, l'une des plus prestigieuses écoles de commerce. Il refuse pourtant de suivre la voie tracée par son père, qui le destine au droit. À 21 ans, il ouvre une concession de voitures de luxe. Son but, financer ses passions naissantes, celles qu'il appelle vers de nouveaux horizons. Sa véritable vocation se révèle lors d'un meeting d'aviation en 1909. C'est une révélation. Inspiré par les récits de Jules Verne, il prend une décision audacieuse, il sera aviateur. Il achète son propre avion, une demoiselle, et apprend à piloter seul. Il obtient son brevet de pilote en 1910. Il se lance dans une carrière de pilote de meeting, participant à des compétitions et battant des records d'altitude. Son exploit le plus célèbre survient en 1913. Il réalise la première traversée de la Méditerranée en avion. Un vol de 8 heures, périlleux, qu'il achève en se posant près de Bizerte, en Tunisie, avec à peine quelques litres de carburant restants. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate en 1914, il s'engage volontairement, bien qu'exempté. Ses premières missions sont de la reconnaissance aérienne, mais Garros voit plus loin. Il est obsédé par le défi du combat aérien. Comment abattre les avions ennemis? Avec l'ingénieur Raymond Saulnier, il développe un système révolutionnaire, des déflecteurs métalliques fixés sur les pales de l'hélice. Ce dispositif permet de tirer à travers l'hélice sans la briser. L'avion devient une véritable arme de combat. Garros transforme son Morane Saulnier en le premier avion de chasse de l'histoire. Le succès est immédiat. En avril 1915, il devient le premier as français remportant 3 victoires en seulement 15 jours. Il est un héros national. Mais le destin est cruel. Le 18 avril 1915, son avion est abattu. Il est capturé par les Allemands avant d'avoir pu détruire son appareil. Les Allemands étudient son système et le perfectionnent. C'est la naissance du Focke-Wulf, une période de domination aérienne allemande. Garros passe près de 3 années en captivité. Une épreuve terrible pour cet homme épris de liberté. Sa résilience est mise à rude épreuve, mais il ne renonce jamais. Il multiplie les tentatives d'évasion. En février 1918, il réussit enfin à s'échapper, déguisé en officier allemand avec l'aide d'un autre prisonnier, Marshall. Il traverse l'Allemagne, atteigne les Pays-Bas neutres, puis regagne la France. Son retour est triomphal. Il est à nouveau une légende vivante, accueilli en héros. Malgré les risques et les propositions de postes à l'arrière, il refuse de rester en sécurité. Je ne me suis pas évadé pendant 3 ans pour rester à l'arrière, dit-il. Il insiste pour retourner au combat, retrouver sa place parmi les siens dans les airs. Le 5 octobre 1918, la veille de son 30e anniversaire, son avion est abattu en combat aérien. Il meurt au champ d'honneur. Il disparaît seulement 5 semaines avant l'armistice. Déclaré mort pour la France, Roland Garros entre au panthéon des héros nationaux. Parallèlement à cette épopée aérienne, une autre histoire française s'écrit non pas dans le ciel, mais sur les cours de tennis. L'histoire du nom du stade repose sur une série d'événements spécifiques, un élan de fierté nationale et une part de hasard.
Les années 1920 marquent l'âge d'or du tennis français, une période de domination sans précédent. Cette royauté du tennis français est incarnée par 4 joueurs exceptionnels, surnommés les 4 mousquetaires. Il s'agit de Jean Borotra, Jacques Brugnon, Henri Cochet et René Lacoste. Leur style de jeu était varié et complémentaire, ce qui les rendait redoutables en simple comme en double. Ensemble, ils portèrent le tennis français au sommet du monde. Leur plus grand exploit collectif est sans doute la finale de la Coupe Davis en 1927. Ils affrontent la puissante équipe américaine à Philadelphie sur leur propre sol. Contre toute attente, les mousquetaires réalisent l'impensable. Ils remportent le Saladier d'argent. Cette victoire à l'étranger amplifie son retentissement. Elle provoque une immense vague de fierté nationale dans une France qui se relève de la guerre. L'équipe est accueillie en héros à son retour, acclamée par des foules en liesse. Mais cette victoire a une conséquence immédiate et de taille. En tant que détenteur du titre, la France doit organiser la finale de 1928, le Challenge Round. Un problème majeur se pose alors. Paris ne dispose pas d'un stade de tennis suffisamment grand et prestigieux pour accueillir un tel événement. Les installations des clubs existants, comme le Stade français ou le Racing Club, sont trop modestes face à la ferveur attendue. La victoire des mousquetaires crée une urgence absolue. Il faut construire un temple du tennis en moins d'un an. La solution à ce problème ne viendra pas d'une initiative gouvernementale. Elle naîtra d'une démarche privée, d'une loyauté et d'un souvenir. C'est ici que les deux histoires convergent, celle de l'aviateur et celle des joueurs de tennis. Les figures clés de cette convergence sont Roland Garros lui-même, bien que disparu, Émile Lezieur, président du Stade français et ami proche de Garros, et les 4 mousquetaires dont la victoire a créé le besoin. Un comité est rapidement formé pour trouver une solution au problème du stade. Parmi les membres de ce comité figure Émile Lezieur, président du Stade français, un club omnisport. Le Stade français possède un terrain idéalement situé, une parcelle de 3 hectares près de la porte d'Auteuil à Paris. Émile Lezieur se retrouve ainsi en position décisive grâce à la propriété de ce terrain, mais le geste de Lezieur était motivé par un lien personnel profond, bien plus que par des considérations sportives ou financières. Lui et Roland Garros étaient de très proches amis. Ils s'étaient connus sur les bancs d'HEC Paris. Tous deux étaient également membres du Stade français. Garros y pratiquait notamment le rugby. 10 ans après la mort de son ami, Émile Lezieur n'avait pas oublié. Le moment crucial arrive. Le comité se tourne vers Lezieur pour obtenir le terrain nécessaire à la construction du stade. Il accepte de céder le terrain, mais pose une condition unique et non négociable. Sa condition est claire. Le nouveau stade doit impérativement et de manière permanente porter le nom de son ami Roland Garros, mort pour la France. La légende, peut-être apocryphe, rapporte qu'il aurait dit « Je ne donnerai pas un sou si ce n'est pas au nom de mon ami Garros ». Face à l'urgence et à la nécessité d'avoir ce terrain, la Fédération française de tennis et la ville de Paris acceptent la condition. Le stade est construit en un temps record, moins d'un an, il est inauguré en mai 1928. L'histoire boucle la boucle de manière magnifique. En juillet 1928, les 4 mousquetaires défendent avec succès leur titre en Coupe Davis contre les États-Unis. Et ils le font dans le tout nouveau stade Roland-Garros. Cette victoire consacre le lieu et scelle à jamais le nom de l'aviateur à l'histoire du tennis. Le nom du stade était à l'origine un geste privé, un ami rendant hommage à un ami disparu. Mais ce nom a pris une vie propre, il est devenu une marque mondiale, éclipsant souvent l'homme qu'il était censé honorer. Le nom officiel du tournoi est Internationaux de France ou French Open. Le lieu est le stade Roland-Garros. Cependant, l'usage a fait que Roland-Garros est devenu synonyme de l'événement lui-même. On dit aller à Roland-Garros pour parler du tournoi. La Fédération française de tennis et ses partenaires ont pleinement adopté ce nom pour leur communication et leur marketing. L'ironie est là, le nom était destiné à rappeler l'homme, mais l'histoire de l'homme est souvent oubliée au profit de l'événement. Pourtant, il existe une pertinence thématique remarquable, une connexion profonde entre les valeurs de Roland-Garros et celles du tennis sur terre battue. Roland-Garros avait pour devise « La victoire appartient aux plus tenaces ». Cette qualité, la persévérance, est absolument essentielle pour réussir sur la terre battue. Le tournoi de Roland-Garros est considéré comme le grand chelem le plus exigeant physiquement. Il demande une endurance hors norme et un mental d'acier. Pour un champion sur ses cours, la persévérance n'est pas une option, c'est une nécessité. Il y a une résonance puissante. L'esprit de l'homme et l'esprit du tournoi sont en parfaite harmonie. L'aviateur traversant la Méditerranée avec une marge minimale, le joueur de tennis survivant à un match en 5-7 sur la terre battue, ils partagent la même conviction profonde, la même capacité à puiser au plus profond de soi. Au stade Roland-Garros, plus qu'ailleurs, la victoire appartient véritablement aux plus tenaces. La vidéo est à présent terminée. Si vous avez aimé mon contenu, vous pouvez
le soutenir en partageant, en likant et en vous abonnant à ma chaîne. Merci beaucoup et à bientôt pour la prochaine vidéo.